Bonjour Carole, bienvenue pour ce nouveau LabPod. Bonjour Jean-Luc, c'est un plaisir d'être ici. Bon, alors aujourd'hui on a une thématique un peu particulière qu'on a appelée le bon, le bot et le truand. Est-ce que ça te parle? Le film, oui. Les bots aussi, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors en fait, qu'est-ce qu'un bon bot? Vaste question. Qu'est-ce qu'un truand, surtout, à la limite? Tu préfères commencer par celui-là? J'ai toujours préféré les mauvais garçons. Bon, alors commençons par les mauvais garçons. Un mauvais bot, c'est un bot qui répond à côté, déjà, d'une part. Oui. C'est un bot... Alors, dans sa conception, parce qu'il y a deux choses à voir. Il y a la réception. Moi, en tant qu'utilisatrice de bot, c'est quoi un mauvais bot? Alors, c'est celui qui va me répondre à côté. C'est celui qui, à la fin, Dieu que je le déteste, celui-là, malgré tout, quand je lui dis merci de m'avoir aidé et qu'il me répond j'ai pas compris votre question, vous pouvez répéter? Ça, c'est très énervant et c'est un très 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 mauvais bot. Donc ça, c'est pour le côté réception. Et puis, au moment de la conception, un mauvais bot, je pense que c'est celui pour lequel on se dit on va faire un système qui fait tout. C'est-à-dire qui gère mes employés en interne, les commandes à la teinturerie, le café, les connaissances du monde et qui gagnerait à Géopardy. Oh, c'est vieux comme référence. Et ça, on est sur du mauvais bot aussi, parce que comment on peut prétendre, même sur des systèmes très efficients, réussir à circonscrire toutes les thématiques et tout le langage? Ça me paraît quand même un peu présomptueux de notre part à nous humains, parce que je suis pas sûre qu'on soit de toute façon nous-mêmes humains toujours capables de tout faire. Alors effectivement, nous on a cette capacité à élargir. Je citais l'exemple hier, un petit garçon qui n'a de sa vie jamais vu de vrai chat, mais à qui papa ou maman lit tous les soirs un livre où il y a un petit chat. Alors le petit chat, il porte une casquette, il est bleu, il parle, de temps en temps il marche sur ses deux pattes, mais pourtant on sait que c'est un chat. Demain, ce même petit garçon va voir sa grand-mère et la voisine a un chat, et il va vous dire c'est un chat, quand bien même ce chat ne serait pas bleu, ne porte pas de casquette et miaule comme tous les chats qu'on peut croiser régulièrement. Nous, on a cette capacité intellectuelle à faire ça. Et c'est vachement bien. Un système d'IA, un outil d'IA n'a pas cette capacité-là. C'est très étroit, c'est très bête, il n'y a pas d'intelligence, on ne dira jamais assez. Et alors, pourquoi vouloir lui faire embrasser la totalité des connaissances et des interactions possibles? Ça me semble déjà un mauvais chemin à prendre. Très bien, Carole. C'est Luculia qui va être content. J'espère bien. Voilà. Donc, c'est vrai que dans l'IA, on aime bien les chats. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça reste... Les images de petits chats, que voulez-vous, ça reste quand même une valeur sûre. Est-ce qu'il y a des bots manipulatoires? Et est-ce que, je dirais, on aurait cette tendance-là aujourd'hui, en utilisant des techniques effectivement assez simples, comme l'entonnoir des oui ou autres, voilà, à vouloir mettre en place des dispositifs qui finalement permettent de manipuler un peu le locuteur qui est en face. Oui, ou lui faire croire qu'il a un bot, et de passer un test de Turing au rabais pour réussir. Oui, effectivement, mais là, pour le coup, la culpabilité, elle est humaine, elle n'est pas du côté du système. Mais on peut parfaitement scénariser à ce point un bot, avoir un arbre de décision tellement contraint, mais en même temps qui semble si réel, qu'on peut arriver effectivement à tromper notre locuteur. Heureusement, on peut compter sur l'humain et à son inventivité et à sa capacité à se tromper dans sa formulation, et pourtant il aura quand même la bonne réponse qui lui mettra la puce à l'oreille. On peut compter sur l'humain pour un petit peu changer les formulations, et donc le oui-non n'aura plus aucun sens. On peut compter sur l'humain pour sortir franchement et lui dire mais t'es qui toi, tu fais quoi, présentez-vous, je vous prie, comme on le voit souvent, ou comme on peut voir parfois mais tu veux m'épouser?
qui est quand même une des questions en small talks que je vois le plus dans tous les bots que je peux analyser et traiter. Et il y en a quelques-uns. Et honnêtement, ça reste une grande question. Le mariage est vraiment une question qui taraude l'humain, plus que le bot d'ailleurs. Et c'est toujours un peu délicat de prévoir la réponse, donc on en a. Mais la question, c'est cette inventivité du locuteur qui fait que de toute façon, on cherche toujours à savoir à qui on parle. Ah, c'est peut-être un effet du mariage pour tous. Tout à fait. Mais bon. Bon. De la même façon, qu'est-ce qu'un bon bot? Un bon bot, c'est un bot qui répond bien, qui connaît le domaine, alors qu'il connaît, j'aime pas employer ces termes qui tendraient à faire croire qu'un bot, ça a une intelligence, on l'a dit, ça n'en a pas. Mais quand on utilise des bons systèmes et qu'on utilise les bonnes briques NLP pour circonscrire le monde et les usages, un bot doit être capable de répondre et de donner la réponse prévue à l'intention traitée, que cette intention soit formulée de manière extrêmement élégante. Auriez-vous l'obligeance de me dire comment s'effectue le prélèvement à la source, ou wesh, le prélèvement à la source, tu m'expliques? Ça, c'est un bon bot. Il fournit la même réponse à ces deux types de questions qui relèvent finalement de la même interrogation. Je veux savoir comment ça se fait, cette chose-là. Eh bien, j'ai un bon bot devant moi. C'est aussi, on le disait dans un précédent podcast, un bot qui va être capable d'adapter sa réponse au langage utilisé, au smiley à l'écrit. C'est quelque chose qui n'est pas facile à traiter, mais sur lequel on doit s'interroger. Si le locuteur humain utilise des smileys, est-ce que ça peut être bien aussi que le bot fournisse une réponse avec un smiley si c'est pertinent? On doit se poser la question de la pertinence quand on fait un bot, et typiquement un bon bot, c'est un bot qui connaît le domaine de compétences ou de réponse qu'on lui a attribué et qui adapte la justesse de sa réponse à l'interaction qui est en train de se tenir. Et est-ce qu'on peut dire qu'un bon bot, c'est un bot bienveillant? Aussi, oui, bien sûr, évidemment, heureusement. Heureusement que nous, humains, on a la responsabilité de traiter le langage avec bienveillance et donc d'insuffler un peu de bienveillance dans nos apprentissages, d'évaluer suffisamment pour que ça reste dans un bon usage, qui n'est pas forcément un usage normatif, mais qui est un usage qui respecte toujours éthiquement le locuteur. Alors la question de l'éthique est importante quand on parle effectivement de la joyeuse famille des bots. Est-ce que aujourd'hui cette question-là, on se la pose avant, pendant la phase de conception, on se la pose après, par rapport à ton expérience, qu'est-ce qui est le plus... Alors j'aimerais bien qu'on se la pose tout le temps, avant, pendant et après, c'est-à-dire qu'on ait en amont un traitement des données éthiques. Et quand je dis un traitement des données éthiques, ça passe par les petites mains d'annotation qui font un travail d'orfèvre, et il faut le souligner. Ça passe par des apprentissages respectueux de la provenance des données, évidemment des données personnelles, mais ça paraît tellement facile à dire que ça me semble couler de source, et pourtant c'est pas toujours le cas, donc il faut le répéter. Mais vraiment, en amont, on traite les données éthiquement, et on traite ceux qui s'en occupent éthiquement. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire un joli corpus de données mais qui aurait été annoté dans de mauvaises conditions, sans respecter les annotateurs, sans faire des guides d'annotation, sans les respecter financièrement pour leur travail, parce que c'est une dimension aussi qu'on doit prendre en compte, c'est pas un bon corpus. Un vrai bon corpus, c'est aussi un corpus éthique, c'est un corpus dont je sais la provenance, que je traite avec intelligence d'un point de vue technique, de normalisation, de gestion sur les serveurs, etc. Mais c'est un corpus aussi pour lequel j'ai respecté les annotateurs qui ont travaillé, ou les transcripteurs qui ont travaillé dessus. Et puis pendant, évidemment, respecter chacun, respecter le locuteur, on vient de le dire, après évaluer. Est-ce que malgré moi et malgré mes efforts, je ne suis pas en train de
de franchir une ligne que je n'aurais pas éthiquement envie de franchir. Il faut toujours se poser la question. Et j'ai la chance d'être suffisamment entendue, écoutée dans les projets que je mène pour militer pour des briques d'évaluation à chaque maillon de la chaîne pour qu'on garde en tête et cette dimension éthique et la dimension environnementale qui veut qu'on n'occupe pas un serveur pour le plaisir de l'occuper. Et quand on fait des apprentissages, on le fait intelligemment puisque ça, c'est de notre ressort à nous, cerveau humain. Alors, c'est vrai que tu parles d'apprentissage, pour qu'effectivement, je dirais, ces bots, notamment ces voice bots et ces call bots, je dirais, fonctionnent correctement. On a souvent des apprentissages assez lourds, avec énormément d'heures, je dirais, d'enregistrement qu'il nous faut traiter, annoter, transcrire, voilà. Est-ce que, quelque part, la problématique de cette masse d'informations qu'on stocke quelque part, puisqu'il faut bien qu'on les stocke. Il faut bien les garder, oui. Voilà, est-ce que ça interroge pas, ça pose pas des problématiques, sachant si. que la voix, on a l'habitude de dire que c'est ce qui traduit le mieux nos émotions, nos sentiments, voilà. On dit que les yeux sont souvent le miroir de l'âme, mais la voix, c'est aussi quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Tout à fait, et c'est de vraies problématiques. Alors on n'a pas toujours une réponse une et unique, et c'est vraiment lié à la situation, au cas d'usage, comment éventuellement je peux être un peu gourmand en données, parce qu'il ne faut pas s'interdire tout, on a le droit d'avancer, d'évoluer, de proposer des outils de plus en plus adaptés et performants, mais comment une fois que j'aurai fait ces apprentissages-là, je vais me servir des modèles, des vecteurs, pour le deep learning par exemple, que j'ai réussi à produire pour d'autres systèmes, comment je peux essayer de mutualiser mes apprentissages, comment je peux mieux gérer mes données pour éviter le côté gavage doigt qu'on peut voir sur certains systèmes, être un petit peu plus dans du ciselage et de l'élégance. Ce sont des vraies questions pour lesquelles les réponses sont pas toujours faciles à trouver, soyons honnêtes, mais cela poser vraiment en amont dans le cahier des charges de notre chatbot, c'est déjà un sacré pas en avant et ça vous permet, alors certes en perdant un petit peu de temps, mais c'est pas du vrai temps perdu, d'en gagner après et d'avoir un vrai bon bot éthique de surcroît. Très bien. La problématique de ces gros corpus d'apprentissage, parce que mine de rien, quand on parle d'apprentissage au niveau de la voix, c'est souvent des centaines d'heures qu'il nous faut. Des centaines, j'irai pas forcément jusqu'à des milliers, puisque ça dépend des systèmes qu'on souhaite utiliser, et que j'ai tendance souvent à préconiser des systèmes qui sont un petit peu moins gourmands. Mais quand on en a besoin, pourquoi s'interdire un système qui serait gourmand, effectivement ça pose effectivement des vraies problématiques de stockage. Les fichiers audio sont pas des plus légers, il faut bien le reconnaître. Non, c'est clair. Et si on veut que le système fonctionne bien, plus le flux audio est de bonne qualité, meilleur sera l'apprentissage et le système. Donc on n'a pas forcément intérêt à nuire aux fichiers et aux données elles-mêmes. Donc c'est tout un savant dosage, une gestion, un équilibre, un partage sur lequel il faut réfléchir. Et est-ce que, en fait, ces technologies-là, ne favorisent pas certains acteurs comme les Google, Apple, compagnie, qui effectivement ont la capacité à capter à travers leurs différents dispositifs des volumes importants de données vocales. Forcément un peu, et c'est assez logique de le dire, et il faut l'assumer. Après, il y a des spécificités soit liées à la langue, je dis souvent que le français n'est pas la langue la plus facile à traiter en termes de reconnaissance de la parole, par exemple. Je donne souvent l'exemple du mouton. Imaginez-vous qu'un mouton comme ça, tout de suite, peut-être que vous allez penser à ce délicieux petit animal tout blanc, mais d'autres, parce qu'ils sont un peu maniaques du ménage comme moi, penseront à celui qui est sous l'armoire, ou penseront à, parce qu'ils sont gourmands, celui qu'on mange le lundi de Pâques avec des flageolets, ou penseront, s'ils sont marins aguerris, à un phénomène météorologique qui empêche de prendre la mer. Et on le voit, le français, alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y a que le mouton. Non, il y a la marmotte aussi, alors vous chercherez tous ce qu'est une marmotte, quand c'est pas le petit animal que vous trouvez tous sympathique dans les montagnes, mais qui crie beaucoup l'été, il faut le savoir. Que dire du regard du plombier ?
Là encore, vous réfléchirez, vous nous enverrez vos réponses, on les traitera avec Grégory. L'idée, voilà, c'est cette complexité du français qui n'est pas toujours facile à appréhender dans les apprentissages et qui fait que trop de données tue parfois la donnée. Que si demain je souhaite faire un bot qui est hyper spécialisé parce que c'est un bot qui correspond, je sais pas, à une profession médicale, qui a un vocabulaire hyper terminologique, et ben si j'utilise des masses de données qui n'ont pas suffisamment en substance cette terminologie, ces particularismes, les particularismes ils seront noyés corps et biens et ça ne fonctionnera pas. Donc du ciselage, encore du ciselage, toujours du ciselage. Donc finalement, si je t'entends, le français est une langue qui nous protège. D'une certaine façon, oui. Alors attention à trop de complexité, puisque la complexité peut aussi nous amener à une certaine forme de perte. Voilà. Mais c'est une langue en évolution, comme toutes les langues. Elle n'est pas figée, elle évolue, elle bouge avec ses locuteurs. Et il faut toujours, justement, garder ce fil conducteur de l'usage. C'est vrai pour le français, c'est vrai pour toutes les langues, mais ça permet justement des adaptations, un flux qu'on doit apprendre à nos systèmes si on veut qu'il reste des outils qui nous servent, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Oui, tout à fait. Ce qui explique aussi, si je t'entends bien, le fait qu'on a pas mal de difficultés avec certaines solutions anglo-saxonnes aujourd'hui à pouvoir traiter correctement du français. Tout à fait. C'est un petit peu effectivement la difficulté, c'est quand on a et puis quand on a des très très gros corpus dans une langue, ils sont pas forcément transposables facilement dans une autre. La techno effectivement requiert un volume qui n'est pas toujours le bon ou qu'on n'a pas. Pourquoi on n'essaierait pas, et on le fait aussi, de transcrire des langues rares ou des langues dites en recherche sous-dotées, c'est-à-dire dont on a peu de corpus, mais pour lequel il y a une vraie vivacité d'utilisation et qu'on aimerait pouvoir conserver, transcrire et étudier. Alors pour revenir à un sujet plus terre-à-terre, toujours autour de cette thématique, le bon, le bot et le truand, y a-t-il pas possibilité de manipuler certains bots par un locuteur donné pour lui faire valider certaines choses ou pour lui faire... Quel machiavélisme, un bot aurait jamais... Une fois qu'on a compris sa logique. Oui, évidemment, on peut s'amuser, et Dieu sait que les locuteurs s'amusent quand ils conversent avec les bots. Moi, la première, pour tester la robustesse d'un bot, j'essaye de le faire planter. Hein. Et puis c'est mon métier, donc parfois j'y arrive. Souvent, j'y arrive. Oui, je suis une mauvaise locutrice. Tremblez dans vos bottes, Carole est là. Tout à fait. J'assume. Mais l'idée, c'est quand même qu'un bot reste un outil et que ça nous serve à quelque chose et pas juste à nous amuser de temps en temps. Bon, c'est bien. Merci beaucoup, Carole. Merci et puis à très bientôt pour un prochain Lab Pause. Vivement.